Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un bac tout basique sur WordPress. L'idée est très simple, c'est que j'ai installé une version vierge sur mon ordinateur de WordPress et je vais te faire découvrir justement WordPress ou peut-être redécouvrir WordPress et te dire comment il fonctionne et les différentes fonctionnalités ou paramétrages qu'il est possible de faire derrière. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une petite astuce qui va tout simplement te permettre de tester WordPress de ton côté, simplement, sans dépenser un seul centime et sans te casser la tête. Maintenant, on part sur mon écran. Let's go! On se retrouve donc sur cet environnement que j'ai créé exprès pour cette vidéo et je te rappelle donc qu'il n'y a pas d'extension complémentaire. Donc ça, on verra par la suite. Et du coup, lorsque tu vas installer un WordPress à l'heure actuelle, tu vas arriver donc sur cette apparence-là lorsque tu auras ton site installé ou plutôt ton WordPress installé. Si tu veux accéder à l'admin WordPress, ce que tu dois faire, c'est au niveau de ton nom de domaine, donc tu dois rajouter /wp-admin. Une fois que tu vas arriver ici, tu auras des identifiants et mots de passe à saisir. Donc moi, dans mon cas, vu que c'est un site par défaut, j'ai laissé admin comme identifiant et mot de passe, mais dans ton cas, tu dois absolument pas faire ça, tu dois mettre quelque chose de beaucoup plus sécurisé, autant sur l'identifiant que sur le mot de passe. Une fois que tu as rentré les informations pour te connecter, tu vas arriver donc sur le tableau de bord de WordPress. Donc pour faire simple, WordPress admin va ressembler à ça. Donc sur la gauche, tu vas retrouver une sidebar avec différents éléments qu'on va parcourir à travers cette vidéo. En haut, on va retrouver une petite en-tête avec différentes informations possibles. Et du coup, lorsque tu vas te connecter pour la première fois ou même dans les autres fois, tu vas arriver principalement sur le tableau de bord de WordPress. Ici, au niveau du tableau de bord, il n'y a pas forcément grand-chose à savoir, surtout au début, mais tu vas retrouver différentes informations, on va dire, de base, comme par exemple la version de WordPress, l'état du site, potentiellement les dernières activités s'il y a eu des nouvelles pages qui ont été créées, des nouveaux articles, etc. Et potentiellement, en fonction des extensions que tu vas rajouter à travers ton site internet, eh ben, ça va se rajouter ici dans les blocs de manière automatique. Après, à toi de voir si tu veux les garder ou les enlever. Et pour modifier ces différents blocs, bah, tu peux cliquer sur le petit bouton qui est option de l'écran. Et ici, ça peut te permettre tout simplement de cocher ou décocher ce que tu veux faire apparaître ou non. Donc si je décoche ça, bah, ça va me faire disparaître le message de bienvenue. Donc ça, ce sera à ta sauce, une fois que tu auras installé les différentes extensions que tu souhaites installer sur ton site ou pas, et ben, tu pourras les cocher ici. Ensuite, donc au niveau du tableau de bord, donc là on est sur l'accueil, on enchaîne avec la notion de mise à jour. À l'heure actuelle, il n'y a rien au niveau de mes mises à jour, mais si tu as des mises à jour à faire sur ton site WordPress, donc tu auras un petit icône ici avec un fond orange qui va dire le nombre d'éléments à mettre à jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour sur un site WordPress? Alors WordPress, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de cette manière-là. Tu as tout simplement un thème qui va te permettre de styliser ton site internet et de donner l'apparence que tu as envie de donner pour que tes internautes aillent visiter ton site et donc voir cette apparence-là. Donc c'est le thème qui va te permettre de faire ça principalement, même s'il existe d'autres solutions, mais dans la logique, c'est cette manière-là qu'il faut faire. Et pour chaque thème, principalement, dans les bonnes pratiques, il est intéressant de mettre en place des thèmes enfants, si c'est pas toi qui as créé le thème d'origine. Pourquoi? C'est que si par la suite, tu décides de faire des modifications à travers du code, ben, il est mieux, même carrément mieux, de les faire directement dans le thème enfant que dans le thème donc parent. Parce que lorsque tu vas faire des modifications dans ton thème parent, donc je sais pas, moi tu veux bidouiller un truc, tu demandes à ChatGPT de t'aider par rapport pour corriger telle ou telle chose, donc il te donne le code à mettre en place. Si tu le mets sur le thème parent, à la prochaine mise à jour du thème parent, ça va tout simplement écraser tout ce qu'il y a pour le remplacer par toutes les nouveautés et même les fichiers existants qui n'ont pas été modifiés, ils vont se remettre à la place et donc à jour. Donc ça va faire disparaître toutes les informations, etc. Donc le but d'un thème enfant, c'est tout simplement de rajouter des fonctionnalités au thème parent. Et donc dans ce thème enfant, rien ne sera tout simplement supprimé parce qu'il n'est jamais mis à jour car il n'est pas lié au thème parent. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc c'est important de l'avoir. Il existe différentes solutions sur Internet pour justement créer un thème enfant très rapide. Tu mets différentes informations et ça te donne un zip que tu as juste à uploader derrière. Donc ça, c'est les premières choses que tu auras à mettre à jour. La deuxième chose que tu vas avoir à mettre à jour, c'est tout simplement les extensions. Alors les extensions, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert sur WordPress? Eh ben, c'est tout simplement pour rajouter plus des fonctionnalités, on va dire, qu'on ne voit pas forcément sur le front du site, mais justement pour rajouter des fonctionnalités.
Par exemple, ça peut être un planning de réservation, ça peut être des pop-up, ça peut être des menus spécifiques, etc., etc. Il existe énormément d'extensions sur WordPress. On ira faire un tour tout à l'heure dans la section dédiée à ça. Et le but, c'est ça. C'est donc les extensions de rajouter des fonctionnalités à ton site WordPress pour justement rajouter ce que tu as envie de rajouter derrière. Mais ça peut être aussi d'un point de vue sécurité, un point de vue référencement naturel, etc., etc., etc. À la fin de la vidéo, je te ferai aussi un petit comparatif par rapport à un autre site que j'ai pour te faire voir la différence entre ce qu'il y a sur quelque chose de basique sur WordPress lorsque tu installes une nouvelle version de WordPress et ce que tu peux retrouver sur un site où il y a différentes autres choses qui sont présentes justement pour lui permettre d'avoir plus de fonctionnalités que ce qu'il a de base. Ensuite, la troisième chose que tu as potentiellement à mettre à jour, c'est aussi les traductions. Si tu utilises le site en français, tu auras certainement des mises à jour à faire sur justement les traductions en fonction des nouveautés qui vont apparaître, que ce soit au niveau du thème, des plugins ou tout simplement de WordPress pour que justement ça soit bien formulé en français. Et la dernière chose que tu auras à mettre à jour, c'est les versions de WordPress. C'est tout simplement dans le même principe que le reste, c'est-à-dire que WordPress évolue, il y a des bugs qui sont corrigés, il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées, etc., etc. Et donc, au fil du temps, il y a différentes versions qui vont se créer. Et donc, à toi de les mettre à jour pour justement mettre à jour ton site et pour justement venir rajouter ces différents codes qui ont été rajoutés pour justement corriger un bug ou peut-être rajouter des fonctionnalités, etc., etc. Et du coup, au niveau des mises à jour, tu vas retrouver tout ici pour tout mettre à jour ici. Généralement, tu vas avoir aussi une petite pastille en haut pour te le dire. Mais de toute façon, lorsque tu vas te connecter au site WordPress, tu vas directement avoir l'icône orange qui est ici, qui veut dire que c'est à mettre à jour. Alors moi, je te conseille vivement de mettre à jour tes extensions, ton thème, etc. Parce que dans la plupart du temps, effectivement, ça rajoute déjà des fonctionnalités. Donc potentiellement, ça peut t'aider à rajouter de nouvelles choses ou personnaliser davantage certaines fonctionnalités. Mais ça vient aussi corriger potentiellement des failles de sécurité qui sont présentes et du coup des risques pour ton site d'être piraté. Après, moi, je ne suis pas de la team de lorsqu'il y a une mise à jour, de la faire tout de suite, parce que potentiellement, lorsque tu vas la faire tout de suite, peut-être qu'il y a des effets de bord qui n'ont pas été vus. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Principalement, ce qui se passe, c'est de faire une sauvegarde juste avant de faire une mise à jour, et après, tu fais les mises à jour derrière. La petite dernière chose avant qu'on passe à l'élément suivant, c'est que du coup, au niveau des mises à jour, tu vas voir que tu vois, il y a des différentes versions. Donc là, il y a 6.8.2. Lorsque c'est le troisième chiffre qui est modifié, ça veut dire que c'est une modification qui est mineure, qui est très significative, qui n'a pas forcément de gros impact si tu le mets à jour, quoi. Ça ne va pas casser tout ton site. Le chiffre du milieu, ça veut dire une modification qui est donc entre le plus faible, donc mineur, et majeur. Donc c'est l'entre-deux. Donc c'est des modifications généralement qui n'ont pas non plus trop d'impact lorsque tu vas mettre à jour, mais quand même un peu à surveiller dans les changelogs qui vont t'afficher, donc les différentes informations qui te disent qu'est-ce qui a été modifié entre la version précédente et la nouvelle. Par contre, c'est lorsqu'il y a des mises à jour sur le premier chiffre. Donc là, si au lieu du 6, ça devient un 7. Là, par contre, c'est faut faire attention parce que justement, normalement, il y a un gros changement qui est derrière. Et donc, il faut bien regarder que ça n'a pas trop d'impact lorsque tu vas le mettre à jour. Sinon, il faudra le tester sur une autre version ou sur un autre site que tu auras créé justement pour faire ce test-là. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième fonctionnalité, c'est la notion d'article. Donc, par défaut, WordPress, à l'origine, a été créé pour les blogs. Et donc, pour créer des blogs, il y a des articles. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Bon, en tout cas, ça permet toujours de créer des blogs, mais ça permet de faire beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus avancées. Et du coup, par défaut, les articles, ça existe toujours. Et qu'est-ce que c'est un article? C'est tout simplement un type de publication que tu vas retrouver à travers ton site internet. Et par défaut, lorsque tu vas installer un WordPress, tu vas retrouver donc un article qui s'appelle Hello World. Et lorsqu'on va rentrer dessus, on va arriver sur cette apparence-là qui est donc l'éditeur Gutenberg qui permet de personnaliser ton article avec différentes informations derrière, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails au niveau des articles parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai fait une vidéo au sujet de créer des articles et aussi un blog à travers son site WordPress et Elementor. Si ça t'intéresse, je te mets un petit lien juste au-dessus et il te suffit juste de cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Moi, ce que j'aime bien, juste que je te partage, en fait, ce qui est un peu chiant ici, c'est si tu veux revenir en arrière, tu ne sais pas trop où cliquer. Et généralement, il y a juste une petite astuce qui permet en fait de configurer, on va dire, l'apparence de cette page-là.
Et du coup, lorsque tu vas cliquer sur les 3 petits points qui sont ici et que tu vas décocher le mode plein écran, en fait, ça va te faire apparaître la sidebar sur la gauche. Donc là, à tout moment, tu peux retourner sur tes pages sans devoir cliquer sur d'autres boutons complémentaires pour revenir en arrière. Donc je trouve que c'est plutôt sympa de mettre ça en place. Avant de te parler des médias, je vais te parler des catégories et des étiquettes. C'est tout simplement des notions de taxonomie, c'est tout simplement des éléments qui vont permettre de faire des filtres derrière ou des tris en fonction des différents types de publications. Ici, donc, les catégories et les étiquettes, c'est tout simplement pour ajouter des filtres de catégories pour cet élément-là et cet élément-là, étiquette. Sur le principe, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas forcément la même apparence derrière, mais au niveau de la fonctionnalité, si tu as compris le principe des catégories, les étiquettes, c'est à peu près la même chose. Et lorsque tu vas rajouter des catégories, bon, j'en parle dans la vidéo que je t'ai parlé juste avant, c'est que tout simplement, par exemple, si tu fais un site sur des recettes de cuisine, tu peux créer des catégories, par exemple entrée, plat et dessert. Comme ça, les personnes vont pouvoir filtrer en fonction, je recherche une entrée, je clique dessus et ça m'affiche toutes mes recettes qui sont que des entrées. Donc voilà le but derrière ces éléments-là. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives, tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. Ensuite, on enchaîne donc avec médias. Ici, au niveau des médias, donc là, j'ai aucun élément, mais c'est ici que tu vas retrouver toutes tes images que tu vas uploader à travers ton site internet. Par exemple, le logo de ton site, le favicon, les images qui vont être présentes à travers tes articles, tu vas tout retrouver ici. Donc après, tu pourras faire une recherche par mots-clés qui est ici. Tu pourras aussi les retrouver à travers tes articles, tes pages. La petite particularité qu'il y a autour des médias, c'est que tout simplement, dans son architecture de WordPress, c'est trié de cette manière-là, c'est-à-dire que tu vas avoir un dossier qui s'appelle WP Content, slash uploads, et ensuite tu vas avoir l'année, donc par exemple 2024, 2025, 2026, slash le mois, et après slash, à l'intérieur de ce dossier-là, du mois, tu auras donc tous tes médias du mois sur lequel tu as uploadé l'image. Donc par exemple, si à l'heure actuelle, j'upload une image sur mon site internet, il va se caler dans le dossier donc 2025 slash 07 parce qu'on est en juillet et donc tu retrouveras cet élément-là dans ce dossier-là. C'est juste une spécificité que je tenais à te le dire si justement tu te demandes pourquoi c'est cette architecture. C'est comme ça que WordPress fonctionne. Ensuite, on continue avec la notion de page. Alors la notion de page, c'est assez similaire à la notion de article, sauf que tu n'as pas de notion de catégorie de base par défaut, ou plutôt de taxonomie. Et l'idée, c'est de dire, à travers mon site internet, ok, j'ai peut-être un blog avec des articles, mais j'ai principalement des pages comme ma page d'accueil, mes pages service, ma page de contact, etc. Et donc c'est ici que vas pouvoir toutes les créer en fonction de ce que tu utilises. Si tu utilises du Gutenberg, si tu utilises du Elementor, si tu utilises du Divi, etc. etc. Donc c'est tout ici que tu vas pouvoir modifier tout ça. Je tiens juste à faire un petit aparté au niveau de cette vidéo, c'est que le but, c'est tout simplement de faire vraiment un tour global de WordPress et de ses différentes fonctionnalités de base et pas forcément rentrer vraiment dans les détails sur une fonctionnalité, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Par contre, si tu as des questions ou des problématiques que tu as du mal à résoudre de ton côté, n'hésite pas à me les poser en bas dans les commentaires et je te répondrai bien sûr avec plaisir déjà. Et si c'est plusieurs demandes qui se répètent, pourquoi pas en faire une vidéo justement exprès sur le sujet qui pose problématique. Donc après les pages, on enchaîne donc avec les commentaires. Ça, généralement, les commentaires, ça dépend les cas, mais principalement, moi, je le conseille plutôt à les enlever, à désactiver cette fonctionnalité. Il y a des extensions qui permettent tout simplement d'enlever les commentaires sans trop se casser la tête. Et parce qu'en fait, ça peut être des sources justement où on ne pense pas à désactiver les commentaires. Et du coup, tu te retrouves avec des milliers de commentaires ici. Et c'est un peu un sujet à risque parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et en plus, ça rajoute des informations dans ta base de données que tu n'as absolument pas besoin d'avoir. Et sinon, au niveau du principe des commentaires, pour être transparent avec toi, j'utilise très rarement cette fonctionnalité parce que je la désactive dans la plupart du temps.
Mais lorsque tu vas recevoir des commentaires, en fonction de comment tu configures les choses, potentiellement, ils peuvent, lorsque quelqu'un soumet un commentaire, il va pas être validé tout de suite. Il faudra que tu l'approuves toi pour le dire en gros, bah, ok, il est visible à travers l'article où la personne a commenté. Et donc c'est tout ici que tu vas retrouver les différentes informations. Donc par exemple, bah, si c'est le mien, les commentaires en attente, les commentaires approuvés, les commentaires indésirables, les commentaires mis à la corbeille, etc., etc. Donc tout se retrouve ici et tu peux voir également sur quel article justement ce commentaire a été posé, par qui, avec justement les différentes informations du commentaire. Après, tu peux répondre, tu peux désapprouver, tu peux faire pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment au cas par cas que tu vas voir tout ça. On enchaîne du coup avec l'apparence. Donc l'apparence, lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas retomber donc sur la notion de thème. Donc c'est ce que je te disais, en fait les thèmes, ça permet de tout simplement donner du style à ton site internet et l'apparence que tu as envie de lui donner. Par défaut, lorsque tu vas installer un site WordPress, tu vas te retrouver donc avec un thème qui est pas donc le thème par défaut. Généralement, ça change chaque année, je crois. Et là, celui-là, c'est donc normalement le 2025, en gros 2025, quoi. Et ce thème-là est construit, je crois, avec le FSE, il me semble, ou Gutenberg, ou peut-être les deux. Et tu peux faire différentes actions, le personnaliser, etc., etc. Si toi, dans ton cas, tu veux rajouter un thème, bah, tu as plusieurs possibilités. Tu cliques sur Ajouter. Là, tu recherches le thème que tu veux en question. Par exemple, Astra, il est connu. Le Hello, lorsque tu utilises Elementor, il est connu. Mais sinon, si tu achètes par exemple un thème sur, je sais pas, un thème Forest, etc., même si je te le déconseille, tu peux le téléverser en cliquant sur ce bouton-là et du coup de rajouter le fichier zip ici et de faire installer maintenant et ça va l'activer ici. Du coup, tout ton site va changer d'apparence. Donc là, juste pour le cas, par exemple, si je fais installer ici Hello Elementor, que je vais du coup l'activer par la suite. Si je retourne sur mon site à moi, je vais ici, bah, tu vas voir que c'est pas du tout la même apparence parce que du coup, on est parti sur un autre thème. Donc voilà le principe du thème, c'est de changer l'apparence. Normalement, c'est ça le but d'un thème. Juste pour cette vidéo, on va retourner sur le thème qui était par défaut juste avant parce que sinon ça va rajouter des fonctionnalités et c'est pas le but. Là, c'est vraiment de te faire voir les éléments qui sont de base. Lorsque tu allé dans apparence, tu as vu thème et tu as la notion de éditeur. Et en fait, en fonction des thèmes que tu vas installer sur ton site, c'est ici que tu vas pouvoir personnaliser les différents éléments. Donc là, on est sur du FSE, c'est quelque chose de nouveau qui est à travers WordPress qui ont t'aider à justement à faire ton site et à faire tes différentes mises en page. Et du coup, à travers ça, bah, tu as différents éléments comme par exemple la navigation, tu peux faire le style, tu peux définir par exemple ta typographie, tu peux définir tes couleurs, si tu veux modifier tes palettes de couleurs pour pouvoir les retrouver à travers Gutenberg, tu peux modifier donc tes pages, tu peux faire des modèles, bon, tu peux faire énormément de choses. Alors moi, je suis pas forcément un adepte du FSE, moi je suis plutôt sur la team Elementor, mais c'est quand même quelque chose d'assez puissant, le FSE, quelque chose de natif à WordPress, donc c'est pas des surcouches que tu vas rajouter dans ton WordPress. Donc si ça t'intéresse, moi je te conseille d'aller voir des vidéos au sujet du FSE, notamment la chaîne Woodinit qui fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Ou sinon, tu peux retrouver d'autres vidéos sur internet, mais ça peut être intéressant de voir parce que tu as énormément de manières de faire ou de créer un site avec WordPress. Pour moi, c'est vraiment en fonction du cas, du projet et de ce que toi tu aimes utiliser. Donc, je vais pas rentrer plus dans les détails de l'éditeur, ça parce que c'est vraiment un peu du spécifique. On enchaîne maintenant avec les extensions. Donc, on va retrouver un peu la même apparence qu'au niveau des thèmes. Donc là, normalement, lorsque tu vas installer des extensions, tu vas retrouver ces différents éléments ici. Potentiellement, tu pourras les désactiver puis les supprimer parce que tu ne peux pas supprimer d'un coup une extension. Tu dois d'abord la désactiver et ensuite la supprimer. Donc, c'est deux actions pour vraiment l'enlever de ton site internet. Mais sinon, tu vas toutes les retrouver ici. Et en fonction des extensions, tu pourras avoir un bouton, par exemple, réglage qui te permet de, lorsque tu vas cliquer dessus, d'aller sur les réglages de l'extension. Lorsque tu veux rajouter une extension, bah, tout simplement à cliquer sur le bouton ajouter une extension. Et lorsque tu vas marquer le nom d'une extension, par exemple, moi je vais mettre Favicon, c'est une extension que j'aime bien utiliser. Et ben, tu peux la retrouver ici, tu peux l'installer et ensuite tu peux l'activer. Parce que c'est pareil, c'est tu l'installes et ensuite tu l'actives. Et après, ça va te rajouter les fonctionnalités à travers ton site. Et du coup, tu vas pouvoir faire les différents réglages. Ça, c'est la première manière. Et ensuite, tu peux, comme pour les thèmes, bah, téléverser un zip si tu récupères un zip sur un truc de payant ou je sais pas pour quelle raison. Bah, tu récupères un zip, bah, tu peux le télécharger ici en cliquant ici. Tu le sélectionnes dans tes médias et tu fais installer maintenant plus
activer par la suite. Moi, au niveau des extensions, ce que je te conseille de faire, il y a plusieurs choses. C'est lorsque tu vois une extension que tu te dis: «Ah, ça me semble intéressant par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place», bah, je te conseille quand même de faire des petits checks. Tu vois, par exemple, cette extension, tu vois, la dernière mise à jour, c'est il y a 3 ans. Donc pour moi, je me dis, si je veux installer ça sur mon site internet, c'est plutôt un sujet à risque. Potentiellement, bah, il y a des failles de sécurité qui n'ont pas été corrigées. Peut-être il y a de la compatibilité qui n'a pas été mise à jour avec la dernière version de WordPress. Tu vois, c'est marqué non testé avec votre version WordPress. Donc, tu vois, il y a pas mal de risques. Donc, vraiment, réfléchis bien avant d'installer une extension. Regarde bah, toutes les différentes extensions qui proposent à peu près la même chose au niveau de la fonctionnalité que tu vas rajouter sur ton site internet. Mais fais attention de ne pas rajouter n'importe quoi parce qu'après, plus tu rajoutes de choses, plus ton site va être sujet à risque si tu ne sais pas ce que tu rajoutes à travers ton site internet. On continue maintenant, après les extensions, la notion de compte. Ici, c'est l'endroit où tu vas retrouver ben, les différents utilisateurs que tu vas te créer à travers ton site internet. Donc par défaut, bah, tu vois, il y a moi, c'est la personne où je suis connecté. Et c'est ici que tu vas pouvoir modifier tes informations. Si tu as envie de modifier tes informations, si tu as envie de changer un peu la couleur de ton site, bah, tu peux le modifier ici. Tu peux avoir différents éléments à remplir, le nom, le prénom, etc., l'adresse mail. Bon, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux ici. Et ensuite, ben, tu peux par exemple ben, rajouter d'autres utilisateurs. Donc en mettant un identifiant, il doit être unique pour chaque compte utilisateur. Ça peut être nom, point, prénom par exemple. L'email, après le nom de la personne. Tu peux en gros dire si tu veux envoyer une notification à cette personne-là pour qu'elle reçoive un lien pour pouvoir se connecter et réinitialiser son mot de passe ou vice-versa. Tu peux aussi lui définir un rôle, si c'est un admin, un éditeur. Et en fonction du rôle que tu vas définir, cette personne-là va avoir différents accès au niveau du menu de WordPress. Donc la notion de compte, c'est vraiment là où tu vas retrouver toutes les informations liées au compte utilisateur qui sont créées à travers ton site internet, que ça soit bah, par exemple si tu fais un espace membre, donc les différents membres de ton espace vont être ici. Si tu fais de la boutique, de la vente en ligne, bah pareil, toutes les informations peuvent être ici au niveau de tes clients qui ont acheté quelque chose à travers ton site internet, etc., etc. On enchaîne avec outils. Donc là, dans la notion d'outils, on va parcourir vite fait les différents éléments, mais t'as pas forcément beaucoup de choses à savoir. Le petit truc qui peut être intéressant au niveau des outils, c'est dans importer. Tu peux justement utiliser cette fonctionnalité-là pour justement importer des articles provenant d'un autre site. Et du coup, ça va importer ben, le contenu, mais potentiellement les médias, etc. Donc ça peut être intéressant si tu veux migrer vraiment des articles d'un site à l'autre. Après, attention, par exemple, si sur un site tu utilises du Divi et que tes articles sont créés en Divi et que tu les importes, bah, vu que dans ton nouveau site, potentiellement, tu n'utilises pas Divi, ça peut vite devenir n'importe quoi. Par contre, si tu utilises l'ancien éditeur qui est l'avant Gutenberg, bah là, normalement, c'est OK. Et si tu utilises Gutenberg, ça sera OK également. Après, tu as différents éléments aussi à paramétrer, si tu veux les paramétrer ici. Tu peux bien sûr, du coup, exporter ton contenu, du coup, dans le sens inverse, c'est tu veux exporter tes articles, par exemple, avec les différentes catégories, les auteurs, etc. Donc, tu peux le télécharger le fichier d'exportation et après, dans ton autre site WordPress, tu peux faire l'importation. Maintenant, dans la santé du site, bon, bah, c'est tout simplement retrouver les différentes informations qui sont liées à ta santé du site. Qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est bien. Là, par exemple, ici, dans mon cas, il me dit, en gros, ben, tu as des thèmes inactifs. Quand je t'ai dit que sur WordPress, en fait, tu as un seul thème d'actif, ou voire, on va dire deux, si tu as un thème enfant qui, du coup, utilise le thème parent, mais techniquement, il n'y a que le thème enfant qui est actif. Donc, normalement, tu as deux thèmes max dans ton site WordPress. Là, on a vu tout à l'heure que j'en avais trois, voire peut-être quatre, je m'en souviens plus. Ah oui, parce que j'ai rajouté Hello. Et du coup, là, il me dit, bah, en gros, ben, ça sert à rien d'avoir trois thèmes actifs. Mieux vaut les supprimer parce que tu en as déjà un actif et du coup, ça évite d'avoir du poids en plus sur ton site internet et potentiellement, c'est peut-être un sujet à risque. Donc, tu vois, ça donne différentes informations. À toi toujours de voir si c'est intéressant de mettre en place ce qui est conseillé ou pas. Peut-être qu'il y a des informations qui sont notées, mais qui prennent pas en fonction, qui ne, peut-être qu'il y a des informations qui sont notées, mais qui ne prennent pas en compte différentes paramètres ou différentes fonctionnalités qui sont déjà rajoutées depuis une extension que tu as déjà rajoutée à travers ton site internet. Donc il faut toujours faire la part des choses en fonction de ce qu'il y a à garder ou non. On enchaîne avec exporter les données. Bah là, c'est tout simplement une notion de RGPD. Si tu veux envoyer des données par rapport liées à une personne qui a un compte ici sur ton site WordPress, donc tu peux exporter ça. Moi, je ne l'ai jamais utilisé dans mon cas, mais tu peux toujours l'avoir. Effacer les données, bah, c'est le même principe que exporter les données, mais là, tu veux effacer toutes les données liées à la personne qui est présente en tant qu'utilisateur sur ton site internet. Ça, c'est une question de
RGPD. Ensuite, tu as la notion de éditeur de fichiers des thèmes. Ça, je te conseille de jamais, jamais, jamais y toucher parce que c'est vraiment un sujet à risque. Tu peux vite faire un peu n'importe quoi et modifier n'importe quoi et du coup que ça casse vraiment tout ton site internet. Donc je te conseille vivement d'éviter de modifier quoi que ce soit ici et plutôt de faire appel à un prestataire qui sait comment utiliser ou potentiellement qui sait comment faire bien les choses parce que généralement ici tu n'auras jamais à intervenir. C'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment pas la bonne pratique que moi je conseille de faire pour modifier ces différents éléments. Donc ne jamais toucher à ça ni au fichier des extensions. Donc pour le moment, j'ai aucune extension parce que j'ai aucune extension sur mon site. Mais c'est sur le même principe que là, c'est-à-dire que là, tu vois, je peux choisir le thème que j'ai envie de modifier. Et ben, au niveau de ce dossier-là, de cette fonctionnalité ici, il y aura la même chose au niveau des extensions. Mais je te conseille jamais, 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 jamais de modifier quoi que ce soit à travers ces deux éléments-là. Maintenant, on va finir avec la notion de réglage. J'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est une notion assez essentielle pour paramétrer, on va dire, les informations de base sur ton site WordPress lorsque tu commences. C'est par là qu'on commence normalement. Et du coup, tu vas retrouver différents éléments à rajouter ou à configurer. Par exemple, le titre du site, ton slogan si tu en as un. Tu peux rajouter un icône ici. Donc là, ici, tu auras ton URL de ton site web. Donc normalement, tu n'auras pas à changer ici. Tu peux me définir une adresse email d'administration au cas où s'il y a des bugs qui arrivent sur ton site, quoi que ce soit, ça renvoie vraiment à cette adresse-là, à cette adresse mail-ci et pas une autre. Tu peux dire en gros si tout le monde peut s'inscrire ou pas. Si tu te dis, moi je veux que ce soit un espace membre et du coup les personnes peuvent s'inscrire, etc., il faudra cocher cette case-là pour que les personnes puissent s'inscrire. Après, tu vas retrouver différentes informations comme les abonnés, le français, la langue, les horaires. Donc nous, à Paris, donc là c'est +2. Tu peux définir les formats de date que tu veux en fonction de comment tu veux construire ton site internet. L'autre chose, maintenant, au niveau de la lecture, ça peut être intéressant. C'est par exemple, lorsque tu vas définir un site, ou plutôt quand tu vas installer un site, tu vas dire en fait que la page d'accueil affiche par défaut les derniers articles. Nous, généralement, dans la plupart du temps, on va sélectionner plutôt une page statique et on va définir, par exemple, celle-ci, c'est la page d'accueil et si j'en ai une autre, celle-ci, c'est la page des articles. Bien sûr, les deux doivent être différentes dans ce cas-là, sinon ça peut vite rentrer en conflit. Mais généralement, c'est ce qu'on veut. On veut toujours une page d'accueil et une page blog à part. Ensuite, les pages du site doivent afficher au plus 10 articles et les flux de syndication affichent les derniers 10 éléments. Donc ça peut être intéressant à modifier. Je sais que par exemple, j'ai rencontré des conflits par rapport à ça, parce que l'indication du chiffre ici était trop élevée par rapport à ce que moi j'avais configuré, par exemple, à travers une extension ou je ne sais plus quel élément qui affichait donc moins de 10 articles. Du coup, il y avait un conflit entre les deux. Si sur ton site tu rencontres un conflit et que tu ne comprends pas pourquoi lorsque tu mets par exemple 6 articles, 5 articles, ça ne s'affiche pas, potentiellement, il faut venir bidouiller ces deux valeurs. Et la dernière chose qui est importante, c'est vraiment celle-ci, la visibilité par les moteurs de recherche. Ce que je te conseille, c'est lorsque tu vas créer ton site internet, c'est de cocher cette case pour justement que ton site ne soit pas encore indexé. Et lorsque tu as fini, je dis bien lorsque tu as fini, de bien penser à décocher cette case, sinon ton site ne sera jamais, ou il y a très 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 peu de chances qu'il soit référencé sur Google. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas recherchable à travers Google. On pourra même en tapant le nom du site sans l'URL directement, juste en tapant le nom du site, par exemple ici si je mets WordPress, si je mets Cédric Chevillard, ça veut dire que mon site il ne ressort pas si cette case est cochée. Donc ça, il faut faire vraiment attention lorsque tu l'utilises, il faut bien y penser à la décocher une fois que ton site est en ligne. Ensuite, ici, tu as tous les réglages liés aux commentaires. Je ne vais pas perdre trop de temps à naviguer dessus parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui utilisent ça. Si tu as des questions, tu me les demandes en commentaire juste en dessous de la vidéo et je te répondrai avec plaisir. Pour les médias, là, tu peux définir les différentes tailles. Généralement, on laisse ça par défaut. Et en fonction de ce que tu utilises comme thème, comme extension, potentiellement, ça peut rajouter d'autres tailles complémentaires. Et ici, justement, c'est ce que je te disais, c'est que du coup, les téléversements, c'est bien organisé dans des dossiers de mensuels et annuels. Donc tu peux décocher. Tu vois, je ne savais même pas qu'on pouvait décocher cette fonctionnalité, parce que j'ai toujours l'habitude d'utiliser comme ça, et ça me va, et c'est un peu logique d'avoir cette structure-là pour justement se retrouver plutôt facilement. La notion de permalien, ça peut être intéressant si, par exemple, tu veux définir d'autres structure d'URL. Bon, dans la plupart des cas, on va laisser tel quel pour pas se casser la tête. Mais ça peut être intéressant, par exemple, si tu rencontres un conflit sur, tu rajoutes un nouveau type de publication,
tu rajoutes différentes choses et que lorsque tu essaies d'accéder à ta type de publication, bah, ça te renvoie vers la page 404. Bah, des fois, en fait, je ne pourrais pas forcément trop te l'expliquer du pourquoi, du comment, mais il y a une sorte de petit conflit et justement, bah, c'est à cause de, on va pas dire, peut-être pas à cause de ça, mais tout simplement lorsque tu vas revenir sur cette page-là et que tu vas juste faire enregistrer les modifications, et là, ça va tout rentrer dans le bon ordre. Alors des fois, il y a des petits conflits comme ça, mais c'est assez rare, mais ça m'est déjà arrivé. Et des fois, ça peut être assez casse-tête de trouver la solution. Si tu crées par exemple un type de publication recette et que tu cliques sur une des recettes et que ça te dit erreur 404 alors que c'est publié, tu te dis ah, il faut que je revienne ici au niveau de mes permaliens pour faire une petite mise à jour de tout ça. Et après, tu as la notion de confidentialité où là, c'est plutôt tout ce qui est lié à la RGPD, où tu peux dire bah, la page qui correspond bah, à tout ce qui est confidentialité, etc., etc. Voilà, on a fait un tour de WordPress lorsque tu l'installes de base. Je vais juste te faire une petite comparaison par rapport à un autre WordPress que j'utilise. Donc là, ce que tu vas voir, c'est pas tout à fait la même apparence. Tu vas voir qu'il y a différents éléments qui ont été rajoutés sur la sidebar de gauche. Ici, c'est devenu vert, mais le reste, c'est identique. Là, on a une notion de Elementor qui a été rajouté. Sinon, sur le reste, on voit d'autres différentes choses. Par exemple, l'activité, bah, ce qui a été publié récemment. On peut voir qu'il y a eu du Yoast. Donc, en fait, en fonction des extensions que tu vas rajouter, ça va potentiellement rajouter des éléments ici ou modifier ton apparence globale. Donc, sois pas surpris si tu vois à travers ton site WordPress, lorsque tu vas installer des extensions et des thèmes, que des éléments vont se rajouter ici. C'est tout à fait possible. Alors, si tu te poses juste pourquoi je t'ai montré ce site-là, c'est tout simplement, en fait, c'est que c'est ce site-là que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit à travers Elementor, WordPress ou le référencement naturel sur cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder. Et toutes ces vidéos-là, et même ce site-là, c'est un site que j'ai créé sur un environnement en local sur mon ordinateur. Donc en fait, j'ai tout simplement installé un outil sur mon ordinateur qui est accessible sur Windows, Mac et Linux. Et tu peux tout simplement, grâce à cet outil-là, créer un environnement WordPress sur ton ordinateur sans avoir besoin d'acheter un nom de domaine, un hébergement ou quoi que ce soit. Cet élément-là est gratuit et justement, c'est l'une de mes premières vidéos que j'ai fait à travers cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse de voir comment faire ça et mettre ça en place sur ton ordinateur pour justement découvrir WordPress dans un premier temps et voir si l'univers WordPress correspond à ce que toi tu aimes faire et c'est assez simple dans ton utilisation et ça correspond tout simplement à ce que tu as besoin pour ton projet, bah, je te mets un petit lien juste au-dessus de la vidéo. C'est une vidéo tuto comme je te l'ai dit. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Tu vas voir, c'est très simple, mais c'est très efficace si tu veux vraiment mettre la main sur WordPress, mais plutôt tranquille, sans se prendre la tête. Et sinon, s'il y a une vidéo que je devrais te conseiller à travers toutes ces vidéos que tu vois à travers cet écran-là, bah, c'est tout simplement celle de ACF. Pourquoi? Parce que cette vidéo va te faire prendre conscience des faisabilités et des fonctionnalités qu'il est possible de faire et de mettre en place sur WordPress en sortant du standard. L'idée, c'est tout simplement de créer des nouveaux types de publications. Auparavant, je t'ai parlé de recettes, etc. Et ben, grâce à ACF, tu peux créer des nouveaux types de publications qui seraient recettes avec des nouveaux types de catégories, donc de taxonomie par exemple, pour pouvoir les filtrer, etc. etc. Et vraiment, ce guide, c'est un des guides qui me tient le plus à cœur à travers ma chaîne YouTube parce qu'il permet vraiment de faire passer un step à tes différents sites WordPress que tu vas concevoir à l'avenir. Donc je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil et tu me diras tout simplement si cette vidéo est top ou si je l'ai tout simplement survendue. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce tour autour de WordPress t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses ou peut-être tu as éclairci les idées sur WordPress et les différentes fonctionnalités qu'il existe sur WordPress. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur cette vidéo et donc des fonctionnalités sur WordPress, des problématiques que tu rencontres sur WordPress ou toute autre chose sur par exemple Elementor ou le référencement naturel. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force pour continuer au quotidien pour te faire des vidéos. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, quand est-ce qu'elles vont sortir, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Ça te fera tout simplement apparaître mes vidéos dans ton feed d'actualité sur YouTube. Et sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.